On va donc pouvoir lancer cette journée de témoignage maintenant avec la première session qui va traiter d'efficience économique. On va donc demander aux intervenants et à Raphaël Moreau, journaliste à TIC Santé, de bien vouloir se préparer donc sur Montpellier et puis à Rouen pour commencer. Et puis pendant que tout le monde s'installe, est-ce que Montpellier veut nous dire un petit mot d'accueil? Parce qu'on les a pas vus tout à l'heure. Montpellier. Oui, bonjour, est-ce que vous nous entendez? Oui, oui, oui. Parfait, bonjour à tous depuis Montpellier, grand soleil. On est très heureux de participer et de faire état de notre partenariat entre le CHU et la société WOOG, partenariat qui dure maintenant depuis un peu plus de 3 ans. Merci. Et donc c'est Monsieur Duchaffaut Oui. qui est là également. Voilà. Très bien. On va pouvoir commencer puisque vous êtes les premiers intervenants. Je vais donner la parole à Raphaël tout de suite. Oui, bonjour à tous. Je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Raphaël Moreau. Je suis journaliste pour l'agence de presse médicale APM News et je travaille en particulier sur les sujets liés à l'utilisation du numérique en santé pour les sites en accès libre et gratuit, TIC Santé et TIC Pharma. TIC pour Technologie de l'information et de la communication, s'il y a encore besoin de le dire. Je remercie particulièrement le CATEL de m'avoir demandé de présenter cette session qui me tient à cœur sur l'impact de l'e-santé sur l'efficience économique du système de soins. Je pense que c'est très très important car on entend encore parfois des discours qui consistent à dire que le numérique en santé, c'est un phénomène de mode ou une tendance marketing. On va essayer de montrer avec plusieurs intervenants à Montpellier, Briançon, ici même à Paris, à Rouen et aussi en Algérie que on est loin du phénomène de mode et qu'au contraire, on attend des impacts ou on observe des impacts sur l'efficience des structures de santé ou des prises en charge médicales. Donc on va tout de suite donner la parole au CHU de Montpellier. Je vais juste faire un petit rappel pour les personnes qui seraient arrivées un petit peu plus tard. Vous avez sur le site du CATEL, catelvisio.fr, sur la page d'accueil, un lien qui vous conduit vers un forum. Ce forum vous permet de poser des questions en direct. On a beau être sur différents sites, c'est important que vous puissiez réagir, poser des questions. On a des temps de questions-réponses qui sont prévus tout au long de la journée. À Paris, on reçoit les questions des salles, des autres salles et on les posera aux intervenants. Utilisez ce forum, ça, c'est vraiment très facile. Et, voilà, on poste en 2 secondes une question et elle peut être transmise à Paris. Voilà. Et on a 2 temps là pour cette première session qui sont consacrés à vos questions pour que vous puissiez interagir avec nos intervenants. Donc direction Montpellier avec Monsieur Duchaffaut et Monsieur Faure. Alors Montpellier, vous avez mis en place avec WOOG un système de gestion des remplacements pour gagner du temps et surtout améliorer votre gestion des ressources humaines. Monsieur Duchaffaut, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord à quel problème vous avez été confronté au CHU, ce que vous avez mis en place pour y répondre et pourquoi à un moment vous vous êtes adressé à WOOG et à Monsieur Faure qui est à vos côtés? Alors, d'abord le cadre général, et je pense que c'est important de le rappeler, c'est celui d'une politique globale qu'on mène depuis maintenant 4 ans sur l'amélioration de la qualité de vie au travail et la prévention des risques professionnels. Dans le cadre de cette politique d'amélioration de la qualité de vie au travail, on a souhaité, avec les organisations syndicales, dans le cadre de notre dialogue social, conduire une réflexion sur évidemment l'absentéisme et la prévention de l'absentéisme, mais aussi, une fois que cet absentéisme est présent, les modalités de gestion des remplacements, et notamment ceux qui désorganisent sans doute et qui perturbent le plus la vie des équipes, qui est l'absentéisme de dernière minute et donc la nécessité de remplacer les professionnels à la dernière minute pour assurer la continuité des soins. La première solution qu'on avait trouvée, la première solution que tout le monde a trouvée, en fait, c'est le téléphone et l'huile de coude. On prend le carnet d'adresses, on appelle les gens un après l'autre et on essaie le plus tôt possible par rapport à la date de l'absence de trouver un remplacement. Ça, c'est pas innovant, c'est la solution à laquelle tous les hôpitaux recourent. La deuxième solution qui a été mise en œuvre dès 2014, c'est ce qu'on a appelé la bourse aux heures supplémentaires. Cette bourse aux heures supplémentaires, elle visait à permettre à des agents du CHU de réaliser des heures supplémentaires dans d'autres services que le leur. Et le choix a été fait à ce moment-là par le CHU dans le cadre de cette politique de dialogue social de rémunérer ces agents en heures supplémentaires plutôt que de rémunérer des sociétés d'intérim. Et donc de cibler ces rémunérations supplémentaires sur les propres professionnels du CHU. Et ça s'est passé d'abord par un système d'envoi de SMS, envoi massif
À chaque fois qu'on avait une absence, on envoyait des SMS à tous les professionnels qui s'étaient inscrits. Évidemment, ça ne réglait pas le fait que, d'abord, il y a eu un nombre croissant de sollicitations, le fait que les agents étaient dérangés, y compris quand ils ne le souhaitaient pas. Et donc, on a, troisième solution, mis en place avec la société WOOG une bourse aux heures supplémentaires complètement dématérialisée grâce à l'application WOOG qui permet aux agents volontaires de s'inscrire, qui permet de cibler leurs compétences. Est-ce que je suis compétent sur de la pédiatrie? Est-ce que je suis compétent sur de la réanimation? Est-ce que j'ai plutôt envie de travailler sur de la gériatrie? Et donc d'être sollicité sur les compétences particulières qu'ils ont ciblées. Et ça leur permet aussi le droit à la déconnexion, qui est un droit important dans les politiques de qualité de vie au travail, c'est-à-dire de n'être sollicités que quand ils sont disponibles et quand ils souhaitent pouvoir être sollicités. Et donc cette possibilité de se mettre en retrait de la bourse aux heures supplémentaires quand eux, ils ne peuvent pas participer à ce recours. Donc vous voyez, c'est un processus progressif et on est venu avec WOOG informatiser un processus, donc de manière innovante, un processus qui était déjà lui-même innovant à l'époque, puisqu'on parle de 2014-2015, et ça a été vraiment un processus de construction progressif avec la société WOOG. Alors justement, pour WOOG, Monsieur Faure, vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez appréhendé le sujet au CHU de Montpellier, parce que je crois que vous n'étiez pas spécialisé au départ dans les ressources humaines et hospitalières. Oui, bonjour. Donc effectivement, WOOG, au départ, nous sommes des experts de la gestion de crise dans le monde professionnel et c'est sur le stand du Catel au HIT. Nous avons été mis en relation avec Montpellier via Orange Santé. Et donc en fait, on a fait une démarche tout simplement de co-construction d'une solution pour répondre à cette problématique terrain qui s'était présentée. Donc ce qu'on a d'abord fait, c'est qu'on a analysé en fait le besoin avec la direction des ressources humaines, la direction des soins au sein du CHU de Montpellier, l'organisation interne pour comprendre les interactions entre les pôles, les services, les UF, les cadres sup, lors des astreintes de jour, de nuit. Et donc finalement, par ce qui avait été fait, le retour d'expérience et l'analyse des statistiques, on a mis en place tout simplement, on a adapté notre technologie de gestion de crise qui est brevetée en Europe et aux USA. Donc tout simplement, on a commencé à améliorer en fait l'efficacité de l'envoi des SMS. Par un système d'algorithme et d'auto-matching de manière à ce que les gens à la fois puissent recevoir des missions par SMS et puissent y répondre. Et puis finalement, il nous a été demandé par le terrain d'utiliser les nouvelles technologies, c'est-à-dire tout simplement les smartphones et également les sites web, de manière à ce que les salariés puissent bénéficier en fait des missions directement par l'intermédiaire de la digitalisation, donc envoi de mail et utilisation de la solution via l'application smartphone. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à construire cette solution avec le CHU de Montpellier et ensuite, de fil en aiguille, on a mis en place un club d'utilisateurs en testant dans d'autres établissements publics, privés. Donc aujourd'hui, on équipe des EHPAD, des établissements FEAP, des CH et des CHU. Et donc finalement, ce produit est la résultante de 3 années d'études, 3 années d'usage terrain, pardonnez-moi, sur à peu près 500 sites. Avec un succès qui aujourd'hui est intéressant. Alors justement, le thème de cette table ronde, c'est l'efficience. Monsieur Duchaffault, on parle de succès. Est-ce que vous avez vu des impacts en termes d'efficience pour votre établissement, en termes de gestion des ressources humaines ? Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que le premier succès, ça a été le dialogue social et la manière dont on a réussi à implanter cette solution et à la développer au fil des années en lien constant avec les professionnels. Ça se chiffre pas forcément en euros, mais c'est un point très important avec une adhésion des représentants du personnel, notamment sur le principe du volontariat, sur la possibilité de déconnexion et troisièmement sur l'équité de traitement, puisque la solution qu'on a mise en place, elle sollicite les agents de manière progressive, de manière aléatoire, et donc on permet à un panel important de professionnels d'être sollicités et pas toujours les mêmes, ceux qui sont dans le petit carnet d'adresses du cadre. Donc ça, c'est un premier point important. Ensuite, le deuxième point important en termes d'efficience, c'est le temps gagné.
parce que à chaque fois qu'on a une mission à trouver, une vacation à remplir, on estime que c'est au minimum 10 à 15 minutes de temps cadre. Aujourd'hui, on a des milliers de missions qui ont été pourvues depuis 4 ans. On est autour de 20 000 missions sur cette période. Et donc, évidemment, c'est des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers d'heures de cadre qu'on gagne et qu'on économise, en tout cas, sur la sollicitation des agents, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 1500 personnes qui sont inscrites à notre bourse aux heures supplémentaires et qui répondent le plus souvent possible à nos besoins. En termes de chiffres, nous ne sommes pas parvenus à éviter totalement le recours à l'intérim. On a encore malheureusement plusieurs centaines de milliers d'heures, de centaines de milliers d'euros consacrés aux dépenses d'intérim sur un gros CHU. On est 10 500 professionnels. Mais l'intérim aujourd'hui ne représente plus que 15 à 20% de nos dépenses de remplacement, alors que il aurait été sinon une solution beaucoup plus facile et sans doute beaucoup plus coûteuse à cette politique des remplacements qui aujourd'hui, encore une fois, cible et rémunère les professionnels du CHU pour la continuité de service du CHU. Juste un petit clin d'œil, puisque vous avez peut-être vu les uns et les autres que Montpellier a été sous la neige il y a quelques semaines. C'est non seulement quelque chose d'inhabituel à Montpellier, mais ça a été très très difficile, puisqu'on a eu 30 cm de neige sur une journée. On a eu de grandes difficultés à faire fonctionner le CHU et la continuité des soins, et on a utilisé l'application WOOG et les modalités différentes d'utilisation pour non seulement rappeler des personnels lorsqu'on en a eu besoin et leur permettre de dire on a besoin de remplaçants, si vous êtes à proximité, manifestez-vous. Et on a aussi utilisé l'application pour diffuser des informations à tous les personnels en base, parce que intranet, la messagerie, ça avait des limites, et donc ça nous a permis un peu en situation de crise d'utiliser l'outil pour cette situation d'épisode neigeux. Voilà. Un petit point complémentaire pour conclure là-dessus. Évidemment, grande attention à maintenir le dialogue social, à le déployer avec un dialogue social, je l'ai dit, constant, mais surtout à bien cadrer les dispositifs avant de les informatiser. C'est-à-dire que quand on informatise un processus qui est un peu bancal et qui ne fonctionne pas bien, on ne règle pas le problème. Donc nous, on a souhaité d'abord organiser la bourse aux heures supplémentaires ce processus de gestion des ressources humaines, et ensuite on a déployé en partenariat avec WOOG une application qui a permis de le gérer. Et je pense que c'est très important de ne pas voir la digitalisation comme une solution à tout, mais comme un outil qui vient s'ajouter à des processus qui sont eux-mêmes innovants et performants. Et c'est là qu'on gagne le plus sans doute dans la mise en œuvre. Alors on garde ça du côté des bonnes pratiques du coup de cette journée en termes de conduite de projet, de gestion du dialogue social et de mise en place d'outils numériques dans les établissements de santé. Rapidement, Monsieur Faure, est-ce que WOOG prévoit de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux développements sur son application ? Oui, tout à fait. Alors déjà, pour rebondir sur ce que disait Monsieur Duchaffault, donc aujourd'hui, on est devenu vraiment des experts de la gestion des remplacements aujourd'hui dans les établissements de santé, et on apporte un conseil en fait avant la mise en place de notre système. Et parfois, on dit à certains établissements, vous n'avez pas forcément besoin de nous, ou pas tout de suite, parce qu'il faut justement adapter un peu votre organisation, même si le système s'adapte aux organisations. Donc ça, c'est un point essentiel. Donc ensuite, effectivement, aujourd'hui, WOOG est déployé partout en France, dans divers établissements, et on se rend compte que nos clients, nos utilisateurs, au départ nous utilisaient que sur du remplacement de personnel soignant, et puis finalement, par capillarité, on part sur du personnel médical. Donc on a des clients qui nous utilisent sur des territoires de soins, dans des GHT pour coordonner notamment des médecins urgentistes, SAMU et Réa, le GHT Loire également qui a mis et déployé le système. Donc finalement, au départ, WOOG, c'était quoi? C'était un système de remplacement dans un service. Finalement, on est arrivé sur un système de remplacement dans un établissement, en gérant évidemment les aspects réglementaires, contrôle des heures sup, le respect du temps de repos, ce genre de choses. Avec le CHU de Saint-Étienne, le CHU nous a dit, lorsqu'on fait appel à l'intérim, parfois on nous demande, on nous présente des étudiants de notre IFSI ou des jeunes retraités. Donc, est-ce que vous pourriez pas nous ouvrir une porte pour nous permettre de recruter des vacataires? Donc ça aussi, on a mis ça en place. Et donc, finalement, de fil en aiguille, désormais, WOOG peut
remplacer du personnel sur un territoire de soins. Et donc on revient sur la stratégie des GHT et on se positionne donc d'un point de vue produit aujourd'hui sur de la multicompétence, sur du multisite et sur un territoire qui va d'une ville à une région et voire même au niveau national pour certaines grosses compétences médicales. Merci à vous deux. On voit bien là que la mise en place des groupements hospitaliers de territoire aussi contribue à donner un élan à ces outils numériques de gestion, de coordination de plusieurs établissements à l'échelle d'un grand territoire. Merci pour votre témoignage. On vous garde près de nous pour quelques questions par la suite. Merci à vous deux. Et on va faire la suite à Rouen. Oui, on part se dirige sur vers Rouen. Rouen. Donc avec Sadek Aouzir. Sadek Aouzir, vous nous entendez? Est-ce que Parfaitement. voilà. Vous êtes psychiatre au CH du Rouvray, vous êtes président de la commission médicale d'établissement et vous allez nous présenter un programme de réhabilitation psychosociale qui s'appelle Soigner chez soi, qui tire parti des nouvelles technologies pour permettre à des patients atteints de troubles psychiatriques d'être suivis à distance dans des appartements thérapeutiques. Alors expliquez-nous un peu en quoi consiste ce dispositif, depuis quand il est en place. Alors oui, c'est un dispositif relativement original qui a été mis en place depuis 2-3 ans dans notre établissement, porté par notre établissement, mais en partenariat avec la ville de Rouen et un bailleur social, qui permet à une vingtaine de patients qui sont atteints de troubles psychiatriques sévères de ne pas être pris en charge à l'hôpital, mais bien chez eux. C'est pour ça que le dispositif s'appelle Soigner chez soi. Donc il dispose donc d'un suivi ambulatoire dans lequel interviennent plusieurs professionnels, des infirmiers, des ergothérapeutes, des neuropsychologues, des psychologues cliniciens, un médecin, et toute une organisation de la prise en charge. Et donc nous avons intégré dans cette prise en charge un dispositif de télémédecine qui permet à ces patients de faire leur programme de remédiation, un certain nombre d'exercices suivis à distance par des neuropsychologues, et puis un relais permanent avec soit un centre médico-psychologique et la nuit avec une unité de soins dans lequel le patient donc peut appeler, avoir en permanence un soignant s'il y a un problème d'anxiété, d'angoisse, une question sur un traitement ou quoi que ce soit. Ils ont en permanence un relais avec une infirmière. Alors, ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est que vous avez réalisé une évaluation médico-économique. Qu'est-ce qu'elle révèle en termes d'impact, justement, sur l'efficience de la prise en charge? Alors oui, effectivement, c'est relativement rare d'avoir des évaluations médico-économiques sur des dispositifs de ce type, mais nous avons réussi à le faire avec un travail collectif de l'ensemble des acteurs sanitaires et surtout administratifs, qui montrent que les patients intégrés dans ce type de dispositif génèrent des coûts en santé l'année précédant leur prise en charge, leur intégration de 30 à 40 000 euros de plus par patient qu'une fois qu'ils intègrent ce dispositif. Donc les dépenses sont par patient de 30 à 40 000 euros de moins par an. Alors là, et on est sur une vingtaine de patients, mais on imagine bien que en faisant augmenter le nombre de patients concernés, on peut arriver à des économies qui sont quand même considérables pour le système de soins. Est-ce qu'il y a eu un impact aussi? Est-ce que vous avez évalué l'impact en termes de qualité de vie des patients? Parce que là, on les sort d'un établissement pour les mettre dans un appartement où ils sont un peu plus autonomes, un peu plus responsables. Alors absolument, nous avons un certain nombre d'échelles cliniques, donc c'est-à-dire de sévérité de la maladie, un certain nombre d'échelles d'autonomie qui sont qu'on utilise auprès de ces personnes-là, des bilans cognitifs qui montrent l'évolution de leurs compétences intellectuelles, et enfin des échelles de qualité de vie qui nous permettent d'un suivi au long cours de ces personnes-là, ce qui montre que une fois intégrées dans ces dispositifs, ces personnes-là ont une autonomie qui augmente, des compétences cognitives qui s'améliorent, une symptomatologie donc délirante, des signes cliniques qui restent constants, et une qualité de vie nettement plus satisfaisante pour ces personnes-là. Et là aujourd'hui, nous sommes sur ce dispositif à peu près à 4 personnes qui sortent du dispositif par an pour intégrer le droit commun. C'est très intéressant parce que là on a vraiment ce double impact économique et qualité de vie, même si vous nous dites qu'effectivement il y a une persistance des symptômes, mais en tout cas la qualité de vie du patient est-elle renforcée par ces dispositifs numériques de télésuivi. Où vous en êtes aujourd'hui? Comment est-ce que vous souhaitez transposer cette expérience ailleurs? Quels conseils vous pourriez donner à des professionnels qui voudraient s'engager dans ce type de projet? On arrive Alors, à bonne pratique. nous sommes dans un projet
peut-être pas généraliser, mais refaire ce même dispositif sur 2 zones, 2 territoires géographiques de notre territoire de santé. Et ce dispositif, donc soigner chez soi, était retenu donc dans le livre blanc de l'UNAFAM, l'Union nationale des amis et familles de personnes avec troubles mentaux, comme dans son livre blanc de avril 2017, comme un dispositif à généraliser ou en tout cas à pérenniser. Ceci dit, le conseil qu'on peut vous donner, c'est qu'un dispositif comme ça, ex nihilo, a peu de chances d'être opérant. Il vient s'inscrire dans une chaîne, un parcours de prise en charge particulièrement organisé, formalisé, et donc c'est un outil supplémentaire. Donc tous les outils technologiques qu'on va intégrer, ils viennent améliorer une filière déjà existante, fonctionnelle et opérationnelle. Ce n'est pas à partir de ces outils qu'on utilise, qu'on développe une filière de soins, mais bien l'inverse. Alors c'est très intéressant en termes de bonne pratique. Je fais le lien avec ce que disait Monsieur Duchaffaut au CHU de Montpellier. C'est que s'il n'y a pas d'organisation à la base, ça ne sert à rien c'est pas les outils technologiques numériques qu'on met dans un hôpital qui vont tout de suite permettre une efficience. S'il n'y a pas d'organisation et s'il n'y a pas une réflexion sur les processus de travail, sur la gestion des patients ou sur la gestion des ressources humaines pour le cas du CHU de Montpellier. Merci beaucoup, Monsieur Aouzier. Est-ce qu'à ce stade, on a déjà quelques questions sur ces 2 premières interventions? Alors, n'hésitez pas, c'est vrai qu'en début de journée, les gens sont parfois un peu timides, mais n'hésitez pas à poser dès maintenant vos questions. Et je vous signale aussi que dans vos pochettes, vous avez des papiers qui vous permettent de poser des questions, de le transmettre à un référent dans votre salle, au cas où il y aurait un problème de connexion dans votre salle également. Alors, je regarde sur le forum questions. On nous demande à Rouen comment a été évaluée l'économie que vous avez réalisée. Cette question sur la méthode d'évaluation qui revient assez souvent. On va le voir dans la journée. Gestion, c'est-à-dire que c'est nos contrôleurs de gestion qui font une analyse, mais peut-être que vous voulez le faire. Donc une analyse sur les coûts générés par la prise en charge de ces patients, les 365 jours qui précèdent l'entrée dans l'appartement, et les coûts générés par la prise en charge de ces patients après l'entrée dans ces appartements sur une période de 365 jours, donc 2 semestres. Et donc la différence est de 30 à 40 000 euros par patient. Et donc ces coûts, ils comprennent la totalité, ils comprennent aussi l'investissement technologique au départ pour pouvoir équiper les gens dans ces appartements thérapeutiques? L'investissement de départ, c'est de 1 500 euros par patient. Très faible. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes, parce qu'on équipe l'appartement et c'est même si le patient part, l'appartement reste équipé. Donc sur l'investissement initial, c'est 1 500 euros par patient, mais ensuite on a des frais de fonctionnement qui sont intégrés. Merci. On nous demande aussi, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur le dispositif technique mis en œuvre? C'est-à-dire? C'est une question qu'on me pose. Peut-on avoir un peu plus de détails sur le dispositif technique? Je pense qu'il s'agit là plutôt des outils, peut-être, que vous avez mis en œuvre. Alors, c'est un dispositif haut débit, donc avec des lignes sécurisées, cryptage, décryptage, donc dans les 2 sens. Et donc chaque appartement est équipé d'une caméra. Et la caméra ne peut pas être utilisée directement par le soignant puisqu'il faut qu'elle soit déclenchée, l'appel soit déclenché par le patient. Donc c'est comme un système de téléphone, on ne peut pas l'utiliser comme visio-surveillance, mais bien il faut que le patient déclenche l'appel. Tout se fait par des appels, par cette visioconférence où il y a aussi des questionnaires informatiques que le patient peut remplir sur son état de santé? Alors, le patient a des programmes de remédiation, c'est-à-dire des outils dans lesquels il a des entraînements qu'il fait. Alors, ça peut être tous les jours, plusieurs fois par jour, ou plusieurs fois par semaine. C'est la neuropsychologue qui va ouvrir ou fermer les exercices à faire en fonction des compétences intellectuelles de la personne et en fonction des objectifs sanitaires qui ont été mis en place, définis a priori. Et ensuite, on a des évaluations à 6-12 mois qui nous permettent ensuite d'adapter les prises en charge. Merci, Monsieur Wazir. On a une question également pour Montpellier.
Donc c'est Tunis qui demande si ce système pour améliorer la gestion des remplacements donc de WOOG concerne aussi le corps médical. Vas-y, ouais. Oui, donc en fait, effectivement, désormais, la solution WOOG peut permettre de gérer les remplacements du corps médical, effectivement. À savoir que notre système, c'est une sorte de pâte à modeler qui répond vraiment aux besoins des remplacements de chaque établissement ou de chacun des territoires. C'est-à-dire que les compétences qui sont indiquées au sein même de la solution qui a été co-développée avec Montpellier sont les compétences recherchées dans l'établissement ou sur le territoire. Donc on peut y rajouter des médecins, des compétences particulières qui sont difficiles à recruter. Et par ailleurs, ça c'est les 3 ans de retour d'expérience et des nouvelles fonctionnalités qu'on a développées, mais on a surtout une porte d'entrée pour permettre à n'importe quelle typologie, on va dire, de professionnels de candidater au sein même d'un territoire ou au sein même d'un établissement. Donc c'est très très simple de la mise en œuvre et l'invitation en fait d'une nouvelle compétence et le recrutement de cette compétence-là est également fait la plus simple possible. Merci. J'en ai une autre pour vous qui nous vient de Brest. Quelle démarche côté élu du personnel pour valider l'application? Quid de la signature des syndicats, me dit-on? Oui, alors nous c'est un point sur lequel, je le disais tout à l'heure, auquel on a accordé beaucoup d'importance. D'abord sur le déploiement de la solution au tout début d'une bourse aux heures supplémentaires. Ça a été co-développé complètement avec les organisations syndicales dans le cadre de notre politique de qualité de vie au travail. Et ensuite l'ensemble des démarches d'installation et de déploiement de la solution WOOG a donné lieu à des concertations avec les organisations syndicales et ils ont tous, je dois le dire, soutenu cette démarche. Encore une fois, parce que elle est basée sur le volontariat, elle permet de rémunérer des professionnels plutôt que des boîtes d'intérim, et elle est très équitable dans la manière dont les missions sont réparties. Et donc c'est des sujets qui sont très importants pour nos organisations syndicales et qui les ont conduits à adhérer à ce dispositif. Voilà. Donc on a beaucoup concerté, on a passé beaucoup de temps à expliquer, à rassurer, et aujourd'hui c'est quelque chose qui est totalement entré dans le fonctionnement du CHU et qui ne donne pas lieu à des débats syndicaux. Alors, je voudrais rajouter quelque chose à ce sujet-là. Donc déjà, Brest est utilisateur et client, le CHU de Brest de la solution. Et je vais vous donner un autre exemple, c'est le CHSSM, c'est Fontainebleau, Nemours-Montreux. La solution a été, la communication auprès des agents a été faite en partenariat avec les partenaires sociaux. Et bien souvent, systématiquement, lorsqu'on déploie la solution, il y a un débat avec les partenaires sociaux qui a lieu. On peut accompagner l'établissement ou la direction avec certains argumentaires. Donc effectivement, le droit à la déconnexion, l'équité, on redonne du temps médical au cadre de soins, le volontariat et aussi le respect du délai de prévenance. Donc en réalité, on répond à bon nombre des revendications syndicales. Merci. Et enfin, une dernière question pour Rouen. On nous demande, qu'en est-il des données patients? Les appareils placés dans l'appartement stockent-ils ces informations? Dans le dossier patient, pardon. Dans le dossier patient. Bien sûr que non. Ce sont des données synchrones. On n'a pas du tout d'enregistrement. Et c'est en temps réel. Donc, il n'y a aucun enregistrement d'aucune donnée. Merci. Et on remercie Monsieur Duchaffault et puis l'ensemble des intervenants de cette session, Monsieur Aouzir également, Monsieur Faure. Et puis on va enchaîner maintenant sur les 2 autres interventions. Tout à fait. On prend la direction de Briançon avec Monsieur Lutzler qui est gériatre au CH d'Embrun et Alberto Lazero qui est gériatre lui aussi au CH des Escartons de Briançon. Alors, vous faites partie, avec vos établissements, d'un groupement hospitalier de territoire, le GHT Alpes-Sud, où plusieurs projets de télémédecine sont mis en place après réponse à un appel à projet de la DGOS et de l'Agence régionale de santé. Monsieur Lutzler, d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter la façon dont ces projets ont été préparés chez vous et comment les différents établissements s'apprêtent à tirer parti de la télémédecine pour viser une plus grande efficience de leur structure ? Oui, tout à fait. Alors, bonjour Monsieur Moreau, bonjour Cécile, que j'ai le plaisir de voir, et puis bien évidemment, bonjour à tous. Alors, le territoire concerné par ce projet de télémédecine est le territoire des Hautes-Alpes et une partie du territoire des Alpes de Haute-Provence.
Territoire qui est drainé par 6 hôpitaux. Alors, en allant du nord vers le sud, j'espère n'oublier bien évidemment aucun des hôpitaux. Briançon, Aiguille qui est situé dans le Queyras, l'hôpital d'Embrun, l'hôpital de Gap, bien évidemment, qui est l'établissement support du GHT, l'établissement de Sisteron, et également l'établissement de la Ragne. Alors la Ragne qui est spécialisée en psychiatrie, ce qui n'est pas du tout neutre et très intéressant dans le pilotage de projets, en particulier de projets de télémédecine. Alors, compte tenu de notre géographie et de notre contexte, l'usage de la télémédecine était déjà développé. Il y a une filière avec le transfert d'images vers PV. C'était mieux son micro, Monsieur Lussler. Excusez-moi, on a un peu de on a un peu de grésillement. Je crois que c'était mieux sur le micro. Également des contacts entre les services hospitaliers, les EHPAD ou les structures sociales. Également des expérimentations, notamment avec certaines URPS, et vous parliez de décloisonnement tout à l'heure, dentistes pour les états endobuccaux, également de l'électrorétinographie, etc. Donc il y a déjà un terrain et un terreau qui étaient tout à fait favorables. Alors, ces hôpitaux se sont donc constitués en GHT il y a un an et demi. Et une des orientations de ce GHT était de faire un projet médical partagé. Et dans ce projet médical partagé ont été déclinées différentes actions, dont certaines transversales. Et une des actions prioritaires était celle de la mise en œuvre de la télémédecine, non plus au niveau de chacun des hôpitaux pour des expérimentations un petit peu individuelles, mais collectives, en ce qui concerne donc ce groupement hospitalier de territoire. Quasiment en même temps, je dirais 1 ou 2 mois après, donc paru cet appel à projet des GOS médié par notre ARS PACA sur donc un appel à projet de télémédecine. Donc nous sommes mis en ordre de bataille en créant un groupe. Alors dans ce groupe, il y avait bien évidemment des directeurs qui nous ont beaucoup aidés quant à la méthodologie, des gériatres, des urgentistes, des cardiologues, mais on y a aussi accueilli ponctuellement des psychiatres, et c'est tout à fait intéressant, et des paramédicaux. Au bout du compte, nous avons défini collectivement et de façon communautaire 4 axes principaux de développement de télémédecine sur notre territoire. Le premier qui reprend ce qu'on faisait déjà auparavant, mais de façon harmonieuse au niveau de l'ensemble des hôpitaux. En l'occurrence, téléconsultation et expertise entre les équipes mobiles de gériatrie des centres hospitaliers et les EHPAD, voire les établissements médico-sociaux accueillant des personnes handicapées. Deuxième volet auquel nous tenions beaucoup grâce à l'expertise de nos cardiologues sur le territoire, le transfert sécurisé et digitalisé des électrocardiogrammes pour éviter un transfert indu d'un patient. Troisième axe, encore une fois, compte tenu de notre contexte d'isolement, et ce qui d'ailleurs fait la richesse un petit peu aussi de notre département, de pouvoir permettre à nos régulateurs du centre 15 de pouvoir être contactés par des zones isolées, je pense notamment au Queyras, je pense au refuge des Écrins, qui est assez emblématique, puisque c'est un pas très touristique et très isolé. Donc de pouvoir répondre à des demandes de ces sites isolés pour une meilleure régulation de nos collègues urgentistes régulateurs. Et puis enfin, un projet qui nous tient beaucoup à cœur, le docteur Lazzaro qui est avec moi, sur le suivi des constats physiologiques de patients chroniques suivis en ambulatoire. Chacun de ces axes définit des indicateurs. Alors bien évidemment des indicateurs de qualité, le transfert des électrocardiogrammes par voie numérisée sera-t-il conforme aux procédures de cryptage en la matière de sécurisation des données? Et puis des indicateurs plus quantitatifs en matière de meilleure orientation des patients vers les urgences, qui sont souvent malheureusement engorgés, au profit potentiellement d'admission directe, mais
également une réduction potentielle des hospitalisations puisque les télésuivis seraient organisables dès la sortie du patient, notamment dans les EHPAD ou par des suivis de constantes physiologiques. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous avons donc répondu à ces projets auprès de notre ARS et une partie en a été financée, ce qui nous permettra de pouvoir commencer à mettre en œuvre la dynamique. Donc vous avez 4 projets de télémédecine, hein, si je résume un peu, parce qu'il y a eu parfois quelques grésillements, téléconsultation, téléexpertise entre hôpitaux et EHPAD, cardiologie, transfert des électrocardiogrammes, la régulation médicale et le suivi des constantes physiologiques de patients atteints de maladies chroniques. C'est un sujet très intéressant parce qu'on voit en ce moment dans les négociations sur le financement des actes de télémédecine que on se dirige en priorité vers une prise en charge justement pour les patients chroniques ou atteints d'affections de longue durée. Alors, docteur Lazero, on n'a pas encore d'impact aujourd'hui de votre projet puisque vous êtes sur la mise en place, vous avez répondu à cet appel, vous avez obtenu les financements, mais on peut quand même déjà voir un peu les impacts qu'on pourrait attendre de ce type de projet, notamment sur le télésuivi des constantes physiologiques de patients malades chroniques. Docteur Lazero, vous avez une étude italienne à nous présenter qui montre un peu, qui chiffre un peu, qui évalue ces impacts du télésuivi dans la gestion des patients malades chroniques. C'est à vous. Oui, bonjour Monsieur Moreau et bonjour Madame Rostin. Oui, c'est vrai, je reviens juste une petite minute sur, comme vous avez entendu par Musler, même par le maire de Briançon. Briançon se situe au nord-est de la région PACA. Donc, a en effet une connotation à 14 km de la frontière et donc a une connotation internationale pour les patients qui peuvent passer des deux côtés, clairement, pour les touristes et même pour les professionnels qui travaillent ici, comme moi, et qui ont les deux côtés. Justement, dans ce contexte, je vous présente une étude faite à Turin, sur le suivi des patients atteints d'insuffisance cardiaque. Et c'est une première parce qu'en effet, on va le publier. C'est une étude sur 40 divisée en 2 bras, randomisés, et suivi par 12 médecins de ville et l'hôpital Mauriziano de Turin. Alors, le projet visait à voir la faisabilité et l'efficacité clinique, même la satisfaction des usagers et des professionnels. Alors, au bout de 2 ans de suivi, on a une réduction significative. Vous savez, on arrive à avoir une réduction de 44% des consultations de cardiologie, de 500 d'examens. Excusez-moi, on a des soucis de son, ça grésille à nouveau. Est-ce que vous pouvez nous redire une réduction de 44%? On est donc sur des patients insuffisants cardiaques, hein. On est sur le télésuivi des patients insuffisants cardiaques. Et donc cette étude, exact, sur 2 ans, elle a montré une réduction de 44%. Allez-y, continuez, on n'a pas entendu tout à l'heure. Oui, les consultations de cardiologie, c'est-à-dire que quand même les patients étaient suivis par médecins de ville, en contact avec les cardiologues, mais sans nécessité d'être suivis directement en consultation ambulatoire. Après une réduction du 45% d'examens complémentaires à faire et du nombre total d'hospitalisation, de réhospitalisation et hospitalisation interne, même à l'hôpital du jour, aux urgences. Est-ce que vous pouvez juste rappeler le dernier chiffre qu'on n'a pas compris? 30... Toujours pas. Vous dites, encore une fois, on va essayer, je pense que ça va être bon. Ah, on a une perte de débit, je pense, chez vous. Non, toujours pas 35 30. Je crois voir 30. Alors,
peut refaire un petit test. Allez-y. C'est étrange. On va reprendre en... On va arrêter le Bon. muet. Alors, je vais image. répéter parce qu'on a un bon son là et vous me dites si je me trompe. Réduction de 44% des consultations en cardiologie à l'hôpital. Oui, Réduction de 45% des examens complémentaires. oui. Et réduction Et de 30% des réhospitalisations. Hospitalisation, c'est ça. On y est. C'est pas. On y est. Vous On a m'entendez? les 3 chiffres. Bon, c'est bien. Alors ça, c'est quand même, c'est vrai aussi, c'est une première, donc je suis heureux de vous dire ça à Catel, mais enfin, c'est cohérent avec une étude qui vient d'être publiée sur le Journal au mois de janvier, et c'est une étude de collègues coréens. Excusez-nous, on a vraiment des gros problèmes de son avec vous à Briançon. On va garder, on a bien en tête les 3 chiffres que vous nous avez donnés. On va pouvoir retrouver sans doute des éléments sur cette étude sur le site du Catel, sur le forum, sur le débriefing de la journée. Merci parce que vous nous présentez ici des résultats en avant-première. Je sais qu'ils ne sont pas encore publiés. Et en tout cas, vous savez que vous avez le site, tous ceux qui nous écoutent ont le site du Catel pour retrouver les références de ces projets à la fois qui sont menés au GHT Alpes Sud et de cette étude italienne à paraître. Merci à vous deux. On reviendra vers vous pour une séance de questions plus tard. Maintenant, on va être ici à Paris au ministère de la Santé avec 2 nouveaux témoins. Le docteur Philippe Léger, médecin vasculaire à la clinique Pasteur de Toulouse, et Alexandre Tepa, directeur général d'Urgo Médical. Je vous invite tous les deux à nous rejoindre sur l'estrade, s'il vous plaît. Alors, docteur Léger et monsieur Tepa, vous faites partie, vous avez été à l'origine avec le Catel d'une initiative très intéressante dans le domaine de l'e-santé. Bonjour messieurs, installez-vous. C'est la mise en place d'un collectif qui s'appelle e-santé plaies et cicatrisation. Donc là, on parle plus particulièrement de la gestion des plaies simples et complexes. Est-ce que d'abord, docteur Léger, vous pouvez nous faire un rapide rappel de ce qu'est le collectif et des premiers travaux qu'il a réalisés depuis sa mise en place? Oui, donc bonjour à tous. Merci de nous avoir invités, de pouvoir permettre de parler d'une thématique un peu particulière qui sont les plaies et cicatrisations. Donc ce collectif a été mis en place en juin 2016 et la première réalisation a été l'écriture d'un livre blanc. Nous sommes au départ une vingtaine et nous avons 15 centres actifs qui font de la télémédecine dans la gestion des plaies. Ce livre blanc est donc un état des lieux, des expérimentations de ces 15 centres. On y trouve les thématiques qui sont réalisées, donc pieds diabétiques, ulcères, escarres, brûlures, pathologies néoplasiques. Et ensuite, on a donc ce livre blanc a été publié en janvier 2017 et en juin ou juillet 2017, nous sommes à nouveau réunis pour voir quelle était la suite à mettre en place et on a réalisé une cartographie nationale. Donc il n'y a pas que la métropole, il y a aussi des sites des DOM-TOM qui participent. Et donc on a fait une cartographie avec 15 centres et on a proposé des critères de bonnes pratiques qui sont pour nous l'organisation en réseau de cette activité de télémédecine de plaies et cicatrisation, la prise en charge des situations qui sont urgentes, la réalisation ou la réflexion en tout cas de la mise en place de l'éducation thérapeutique du patient, bien entendu l'activité de téléconsultation et de télexpertise, et de réfléchir sur la formation parce qu'on a pour nous des critères nécessaires et validant la possibilité de participer à cette télémédecine en cicatrisation avec des niveaux de compétences qui sont obtenus par l'EDU et une certaine durée de pratique dans cette expertise. Voilà pour l'instant donc où est-ce qu'on en est et donc cette dernière publication va être faite dans quelques jours. Et alors justement, vous êtes en plein dans l'actualité là, puisque on est, comme je le disais tout à l'heure, dans les négociations conventionnelles pour le financement de la télémédecine, dont il est prévu une bascule dans le droit commun par la loi de financement de la sécurité sociale 2018. Vous allez donc, avec le collectif e-santé plaies et cicatrisation, présenter des recommandations sur le financement spécifique des actes de télémédecine dans le domaine de la gestion des plaies. Est-ce que vous pouvez nous exposer ici un peu en avant-première les grandes lignes de ces recommandations ?
Oui, donc quand on regarde un petit peu les négociations, on parle essentiellement de deux choses, la téléconsultation et la téléexpertise, et on finance particulièrement le requis et pas trop le requérant. Ensuite, donc nous, lorsqu'on fait de la télémédecine pour les plaies, en fait, il y a quatre acteurs, ou quatre voies. La première, c'est le requérant, ensuite le requis. On a un volet de coordination dans la stratégie de suivi de ces patients, puisque c'est pas souvent il y a besoin d'avis multidisciplinaires, de différents acteurs qui vont intervenir, et donc la coordination est importante. Et enfin, il y a tout le volet technique de plateforme, d'utilisation d'outils particuliers pour la gestion de ces patients. Donc les dernières nouvelles là, des négociations sont qu'il y a un financement pour la téléconsultation du requérant, du requis, à la hauteur de 25 € pour un généraliste et de 30 € pour un spécialiste, et un forfait annuel pour la structure de 350 €. Or, dans notre réflexion, on proposait non seulement des chiffres un peu plus élevés, mais aussi la participation des infirmières dans cette réflexion, ce qui n'est pas du tout acquis pour l'instant, et donc une rémunération spécifique pour les infirmières, et bien sûr une rémunération spécifique pour le requérant, parce que il nous paraît difficile de demander à un médecin ou à une infirmière requérante de passer du temps dans cette activité sans avoir du tout un financement. Et pour la téléexpertise aussi, on a des données récentes, je crois que c'est tombé hier ou avant-hier, qui disent que la téléexpertise, donc qui se divise en deux, simple ou complexe, ce serait 12 € pour une téléexpertise simple et 20 pour une téléexpertise approfondie, avec un forfait annuel cette fois-ci pour le requérant, s'il fait plus de 30 actes par an, et ce serait un forfait annuel dans la patientèle de 150 €. Donc tous ces chiffres sont des chiffres qui ont une spécificité par rapport à cette activité de cicatrisation. Donc j'espère que dans les négociations, on va pouvoir avoir un petit peu de place dans la discussion, et donc on doit rencontrer le collectif doit rencontrer la CNAM là dans début avril pour essayer d'expliquer les spécificités de ce domaine qui n'est pas simplement une téléconsultation entre deux acteurs, mais qui fait entrer plusieurs acteurs, une activité multidisciplinaire et tout un parcours de soins qu'il faut gérer. Et on parle de spécificité d'un domaine où on a des preuves d'impact de la télémédecine sur l'efficience économique de la prise en charge. Justement, le collectif e-santé Plaies et Cicatrisation a mis en avant des résultats d'études chiffrés qui montrent qu'on réduit des coûts. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Quels arguments vous pouvez opposer à l'assurance maladie pour dire qu'on peut rentrer dans un circuit de prise en charge? Oui, on a la chance d'avoir eu des expérimentations dans certaines régions, et notamment l'équipe du docteur Théo Montpellier et l'équipe du professeur Don Martin à Caen ont réalisé ensemble une étude randomisée de 185 ou 186 patients qui étaient suivis soit en télémédecine totalement, soit de manière traditionnelle. Et donc on a étudié les résultats sont qu'il n'y a pas de perte de chance en termes de cicatrisation, le taux de cicatrisation est le même. Il n'y a pas d'augmentation de la mortalité dans les deux groupes dans la prise en charge par télémédecine. Il y a par contre un énorme bénéfice financier, puisqu'on réduit les coûts par deux. Et lorsqu'on est suivi par télémédecine, le coût journalier c'est 22 €, et lorsqu'on est suivi par méthode traditionnelle, c'est 44 €. Ce bénéfice est essentiellement obtenu par la réduction des transports, bien évidemment, et il a été calculé qu'il devient intéressant à partir de 10 km par rapport au centre expert quand on prend une ambulance, et 14 quand on prend un VSL. Donc, dans tous les cas, globalement, il y a un bénéfice financier, et ce bénéfice est important. C'est aussi pour ça que on voudrait avoir une reconnaissance du temps passé à la fois par les médecins qui vont faire l'effort de solliciter ces systèmes, et par tous les acteurs qui vont y participer. Monsieur Tepa, vous êtes engagé avec Urgo Médical depuis le départ dans cette initiative collectif e-santé Plaies et Cicatrisation. Pourquoi un fabricant de dispositifs médicaux, en l'occurrence ici des pansements comme Urgo Médical, s'engage dans ce type d'initiative? On en a parlé un peu aujourd'hui, on a parlé du virage numérique, on a parlé du développement de e-santé. Nous, notre conviction chez Urgo, c'est bien sûr que la e-santé va jouer un rôle majeur
dans l'amélioration de la prise en charge des patients souffrant de plaies et l'amélioration de leur cicatrisation. Parce qu'on va pouvoir acter sur le parcours de soins, parce qu'on va pouvoir mettre en place des protocoles de soins et accompagner les professionnels de santé pour ça, parce qu'on va décloisonner la ville et l'hôpital, parce qu'on va remettre le patient au centre de son traitement, le patient qui devient acteur décideur de son traitement. Et c'est tout naturellement en fait en 2016 qu'on s'est approché de tous les pionniers de la télémédecine pour essayer de voir avec le CATEL comment on pouvait mettre en place un collectif et l'accompagner dans des réflexions. Alors on a parlé d'un livre blanc qui avait fait un état des lieux, fixé un cadre, on a parlé de la cartographie de tous les centres de télémédecine qui sont actifs en cicatrisation aujourd'hui en France, et puis de continuer à faire vivre ce collectif pour lever les yeux et définir la vision de ce que va être la télémédecine et la e-santé dans le cadre de la cicatrisation des plaies. Voilà, donc un engagement qu'on a pris en 2016 et qu'on va continuer à avoir dans le futur. Au-delà de cet engagement et du fait que vous êtes l'industriel qui produit le dispositif médical, vous avez vous aussi développé des technologies numériques pour aider les professionnels de santé, à la fois pour diffuser des bonnes pratiques et pour aider à aiguiller les patients quand il s'agit de traitements de plaies simples ou complexes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Je crois que l'outil s'appelle Eureka. Oui. En fait, la mission d'Urgo, c'est évidemment de traiter des patients porteurs de plaies, c'est de les cicatriser au mieux et au plus vite. Et bien sûr, pour ce faire, aujourd'hui, on met à disposition des solutions thérapeutiques, des traitements cliniquement prouvés qui visent à diminuer le temps de cicatrisation. Mais rapidement, on s'est dit il faut aller plus loin et il faut également travailler sur l'accompagnement des professionnels de santé dans la mise en place de protocoles de soins. Et c'est là qu'on a créé Eureka. Eureka, c'est une solution de e-santé qui permet en ville, pour l'infirmière et le médecin généraliste, d'être accompagné dans la mise en place de protocoles en amplifiant en fait les recommandations des sociétés savantes type Société française de plaies et cicatrisation. Et Eureka donc va accompagner le patient du monde diagnostic de sa plaie jusqu'à cicatrisation. Et ça pour des plaies simples. Et c'est vrai que nous étions en contact avec tous les centres de télémédecine qui, eux, ça a été dit par le docteur Léger, ils amènent en fait l'expertise du centre expert au chevet du patient via la télémédecine. Et tout de suite, on a vu la synergie. En fait, la synergie entre Eureka et ces centres de télémédecine, c'est vraiment que, en collaboration avec ces centres de télémédecine, on va pouvoir définir ce qu'est une plaie complexe, avec des systèmes d'alerte, soit au niveau du diagnostic, soit au niveau de la trajectoire de cicatrisation. Et dans l'accompagnement donc de la prise en charge du patient avec Eureka, dès que les alertes vont se manifester, le professionnel de santé, donc l'infirmier ou le médecin généraliste, va être amené à rentrer à demander une consultation soit en téléexpertise, soit en télémédecine, ce qui va permettre en fait au centre expert d'avoir vraiment les patients dont il a besoin au bon moment. C'est-à-dire le patient qui nécessite cette expertise va lui arriver au bon moment, il y aura ce système d'aiguillage, et puis quand on sera sur une plaie simple, l'infirmière en ville ou le médecin généraliste pourra aller au bout de la cicatrisation de manière complètement autonome. Où on en est de l'utilisation de cet outil, les infirmières, les professionnels qui nous écoutent aujourd'hui et qui pourraient être intéressés, où est-ce qu'ils peuvent trouver l'outil, l'utiliser? Alors pour l'instant, l'outil n'est pas disponible pour le plus grand nombre. Là, il n'est pas en ouvert sur un App Store ou quoi que ce soit. En ce moment, on est dans des phases de pilote, donc on le teste en EHPAD, en centre hospitalier, mais également avec des centres de télémédecine. On a parlé de Domoplay à Montpellier, et donc ce pilote vise à vérifier les hypothèses que je viens d'amener, c'est-à-dire première chose, est-ce que l'infirmière va être satisfait ou le médecin généraliste va être satisfait de l'outil? Est-ce que globalement on va vraiment diminuer le temps de cicatrisation? Est-ce qu'on va diminuer les coûts engagés pour cicatriser? Et du côté des centres de télémédecine, est-ce que finalement avec le système d'aiguillage, ils vont avoir une amélioration, encore une fois, du niveau de gravité? Est-ce qu'ils vont bien avoir le patient au bon moment avec le niveau de gravité nécessitant un avis d'expert? Et c'est sur la base de ces résultats de pilote que début 2019, on aura une solution qui sera disponible pour le plus grand nombre. Rendez-vous début 2019 alors pour la grande masse des professionnels de santé qui peuvent être intéressés. Merci à vous deux. Je rappelle que les propositions du collectif e-santé, plaies et cicatrisation, la cartographie, le livre blanc, on les retrouve sur Internet. Ils sont très bien indiqués sur le site du CATEL. On va avoir une nouvelle phase de questions-réponses. Est-ce que sur les deux dernières interventions, on a des sollicitations, Cécile? Oui, on nous demande à quand le pansement connecté? Ah, Urgo. Alors, on nous parle souvent du pansement connecté.
Alors je ne sais pas surtout à quoi ressemblera le pansement du futur. Moi, ce que je sais en tout cas, c'est que, et ce dont on est persuadé chez Urgo, hein, c'est notre conviction, c'est que le patient doit être remis au centre de son traitement. Et c'est via des applications comme Eureka que demain, avec des algorithmes prédictifs, le patient pourra voir finalement, au vu de la stratégie thérapeutique qui a été initiée, soit au niveau hospitalier, soit au niveau de la ville, finalement, quel est de manière prédictive le temps de cicatrisation et donc le nombre de jours où il va encore avoir à patienter avec une qualité de vie peut-être amoindrie, avec des douleurs, etc., etc. Et je pense que le futur passe aussi par là. Après, quant au pansement connecté, la grande question va être comment on va pouvoir utiliser le digital, qui, rappelons-nous, est un moyen, hein, et qui va nous permettre demain d'avoir un pansement qui permettra peut-être d'avoir, sans changer le pansement, une image de la trajectoire de cicatrisation et qui nous dira on est en bonne voie ou alors on est dans une trajectoire qui est un peu délétère pour le patient. J'ai une autre question. On nous demande, avec le virage ambulatoire et pour la surveillance des cicatrices ou des plaies et des brûlures, pensez-vous qu'il soit pertinent que les infirmiers, kinésithérapeutes et podologues libéraux puissent également être les requérants et la négociation le prévoit-il? Le prévoit-elle? Alors, tous ces acteurs, tous ces soignants et surtout l'infirmière ont un rôle fondamental dans cette prise en charge. Malheureusement, aujourd'hui, pour ce qui est de l'infirmière et des autres professions, elles ne sont pas dans les négociations. Donc c'est un vrai problème. Et deuxièmement, aujourd'hui, seule la délégation permet à une infirmière de faire un acte de télémédecine. Donc ça pose le problème du financement de cette activité pour elle, puisqu'il faut passer par le médecin qui reverse de l'argent. Donc c'est un petit peu compliqué. Et deuxièmement, actuellement les négociations pour le futur, c'est-à-dire la place de l'infirmière experte, il va falloir faire une formation particulière qui va être un Master 2. Donc vous comprenez bien que l'infirmière de terrain qui a fini sa formation il y a quelques années ne fera pas un Master 2 pour faire de la télémédecine. Donc au lieu d'avoir une ouverture, on aura des experts bien entendu qui feront ces formations, mais pour le plus grand nombre, ça va être plutôt compliqué. Et on aimerait plutôt, en tout cas c'est une proposition, que l'infirmière reprenne son rôle de soignante dans cette stratégie à temps plein et pas simplement sous délégation d'un médecin qui a bien sûr les compétences, mais c'est insuffisant pour nous. Une autre question, Cécile? Oui, mais pas pour ces messieurs. Une question pour Briançon alors. On va faire des questions croisées. Je pense qu'on peut prendre ce petit temps d'échange. Alors, si je remonte un petit peu, on avait une question pour Monsieur Lutzler et Monsieur Lazzero, qui sont toujours là, oui. Quels sont les indicateurs mis en place pour mesurer la qualité du suivi des patients chroniques par téléconsultation? Pour l'indicateur, vous dites, bon alors, vous m'entendez? Ah, décidément, on n'a pas de chance avec Briançon. Peut-être on essaiera à la pause de vous reconnecter autrement. Essayez une dernière fois et puis... Alors, allez-y. Ah, peut-être. Bon, alors l'indicateur, c'était un compromission et bon, on va devoir vous interrompre. Ouais. Je suis désolée, c'est les aléas du direct. On essaiera de répondre aux questions qui ont été posées sur le forum a posteriori, en différé, après la session. Peut-être tout à l'heure, si ça marche mieux, on vous redonnera la parole. Vous restez de toute façon, monsieur Lutzler, vous restez, monsieur Lazzero peut-être aussi. on y reviendra. C'est un micro sale, le micro. Ouais. On essaiera en asynchrone, pour reprendre des termes qu'on connaît bien. Exactement. Alors, on avait une question, je vais reprendre de l'autre côté, voilà, pour monsieur Faure, je ne sais pas s'il est toujours là. Oui, tout à fait. On nous demande, c'est une question un peu précise, mais est-ce que la solution peut être utilisée pour la gestion de rendez-vous patients médecins en télésanté pour gérer un camion mobile de spécialité? On voit un besoin précis.
Alors, donc Hugues intervient principalement sur la gestion de remplacement de professionnels de santé, donc la gestion de planning de planning lié aux patients, ce n'est pas quelque chose que l'on fait aujourd'hui. Bien voilà une réponse précise. J'ai une autre question pour Rouen. On nous demande sur quel poste de dépenses sont économisés les 30 à 40 000 euros d'économie par patient. Est-ce que Monsieur Aouzir est toujours disponible? Oui. Alors, on voit la réactivité, hein, vous êtes bien entraîné. direct. En fait, c'est un comptage global du coût généré en direct et en indirect par un patient. C'est-à-dire en termes de journées d'hospitalisation, de dépenses générées par les prises en charge ambulatoires, et puis avant et après l'hospitalisation. Donc c'est relativement simple pour le contrôleur de gestion. Je ne sais pas si c'est clair. C'est pas un poste en particulier, c'est toute la dépense générée par la prise en charge globale sur une année d'un patient, avant et après. Merci, je pense que ça répond bien à la question. Peut-être il y a des questions dans la salle également à Paris. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question au micro? On a un monsieur là-bas. Est-ce que on peut lui apporter un micro? Merci Cécile. Est-ce que vous pouvez vous présenter avant de poser vos questions et on vous laisse la parole. Donc, Institut Mines Télécom et aussi membre du CATEL. Dans la présentation ce matin, je voudrais qu'on fasse un halt aux abus de langage. Premier exemple d'abus de langage, médecine, ville-hôpital. Ça veut dire que la campagne, on parle tout à l'heure des déserts médicaux, vous l'avez complètement oublié dans votre discours. Hein, c'est le sujet de la table ronde suivante. Et évidemment, donc, on parle de ville-hôpital. Autre exemple, tout à l'heure, Briançon a parlé du centre 15. Vous savez qu'en France, nous avons 47 numéros d'urgence. Je crois que Briançon ne répond pas aux 46 derniers numéros d'urgence. Et le dernier qui a été créé il y a 15 jours par une ministre chargée des droits de la femme. Briançon ne doit pas y répondre parce qu'il ne répond qu'au centre 15. Le centre 15 n'existe plus depuis une loi de 1986. Voilà. Je voudrais qu'on arrête ces abus de langage, simplement, surtout dans une conférence sérieuse comme ici. Hein, et j'aimerais bien qu'on arrête de parler de ville-hôpital, qu'on arrête de parler de centre 15. Il y a un truc qui s'appelle le Centre départemental d'incendie et de secours, et qui est organisé par département, depuis une loi assez ancienne, et l'ensemble des services de secours et les 47 numéros d'urgence que nous avons en service aujourd'hui en France arrivent au SDIS et non pas à un truc qui s'appelle le Centre 15. Voilà. Parlons français et parlons organisation moderne si on veut faire de la télémédecine et des choses moderne. Merci à tous les orateurs pour la suite de la journée. Merci à vous. Voilà du punch. Pour votre vigilance et pour cette attention très importante portée au champ lexical et aux mots qu'on utilise, c'est vrai. Attention aux abus de langage. Si nous n'avons pas d'autres questions dans la salle, si on a une autre question. Est-ce que vous pouvez aller avec le... Voilà. On va prendre une autre question dans la salle à Paris. Et je regarde en même temps celle qui nous arrive en ligne. Oui, merci beaucoup de ces échanges d'expériences très intéressants. Moi, j'étais curieuse de savoir comment votre collectif, en fait, s'est mis en place. À partir de quels besoins vous aviez identifié l'idée d'avoir cette démarche? Est-ce que vous aviez constaté que l'offre n'existait pas du tout? Est-ce que l'offre existait par ailleurs, mais sous une autre forme, et elle correspondait pas, vous, à ce que vous aviez identifié comme besoin? Et ma question est plus générale, c'est autour de ce collectif-là, quels sont vos interlocuteurs? Et est-ce que vous avez pensé à vous adresser aux autres interlocuteurs potentiels, autres que les infirmières libérales, qui sont des structures plus organisées, plus réglementées, qui interviennent aussi au domicile et qui pourraient être intéressées éventuellement par ce type de solution? Alors le collectif, c'est en fait des gens qui avaient une certaine expérimentation, une certaine expérience dans la télémédecine sur le territoire français. Mais l'idée, c'est de dire chacun a bricolé dans son coin. Certains ont au contraire eu des financements importants pour faire une expérimentation lourde. Et donc, on a essayé de réunir ces acteurs. Et donc, on en a compté 20 il y a 2 ans pour partager et partager nos difficultés, partager nos expériences, partager nos outils et arriver à dire comment est-ce qu'on peut quel est pour chacun les critères minimums d'efficience, qu'est-ce qu'il nous faut sur le plan technique, quels sont les acteurs qui vont agir, quel est le niveau de formation.
Et donc on a lors de ces discussions donc fait ce livre blanc et cette cartographie. Ensuite, pour ce qui est des autres acteurs, bien entendu, le fonctionnement, c'est vous avez un patient qui est à domicile, qui a une plaie, vous avez un numéro vert, un call center, un mot anglais, on va téléphoner et une personne qui fait de la coordination va avoir cet appel et en fonction du problème va l'orienter sur une téléconsultation en récupérant un certain nombre de données médicales dans un premier temps qui iront enrichir le dossier. Cette téléconsultation va avoir lieu dans les 48 heures et à partir de cette téléconsultation, eh bien, les différents acteurs qui peuvent rentrer dans la stratégie de prise en charge de ce patient, en fonction de la date où ils vont rentrer, vont intervenir. Donc, il va être demandé au médecin traitant d'organiser, un bilan vasculaire, une consultation podologique, une consultation de tel ou tel type, et où il va simplement y avoir une téléassistance pour guider les gestes de l'infirmière et du médecin lors de la pratique du soin. Et donc, ceci fait que le parcours de soins, si on parle par exemple, si on compare pour une pathologie comme un pied diabétique qui est hospitalisé, il va rester 21 jours en hospitalisation et il va avoir tous les intervenants dont je parle, mais sur 21 jours. Et bien là, on va l'organiser à domicile avec ces intervenants qui vont interagir avec l'équipe référente du soignant, avec une coordination qui va s'effectuer. C'est pour ça aussi qu'on est assez regardant sur le financement et de cette coordination, puisque pour nous, c'est un élément clé dans le parcours de ce patient. J'espère à peu près avoir répondu dans des termes usuels. Est-ce que ça convient ? Il y a de la discussion à Paris. Ça tombe bien parce qu'on va avoir une pause tout à l'heure et vous allez pouvoir prolonger votre échange. Alors, je regarde s'il y a une dernière question et puis on va pouvoir passer au pitch de fin de session. Exactement. Puisqu'on a un pitch qui va clore cette session donc de 5 minutes sur une application donc de MedGo. C'est Monsieur Laurent. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Antoine voilà, si Laurent, vous pouvez vous avancer. Fondateur de MedGo, qui est aussi un outil de gestion des remplacements, gestion des ressources humaines. Vous allez avoir donc 4 minutes pour nous faire un petit pitch sur votre start-up et les avantages que votre outil peut apporter aux établissements de santé, notamment en termes d'efficience, puisque c'est le thème de cette première conférence. J'en profite pour remercier l'ensemble des intervenants qui ont été très pertinents là sur cette session. Et je voulais faire un petit rappel de bonne pratique pour notre forum de questions. N'oubliez pas de mettre le destinataire de votre question. Parfois, c'est un petit peu difficile de savoir quand l'intégrer dans nos temps d'échange. Voilà. Monsieur Laurent, bonjour. 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 C'est à vous. Vous avez 4 minutes pour nous présenter MedGo. Top chrono. Top chrono. Ok. Déjà, je suis ravi d'ouvrir le bal des startups. Alors, je ne sais pas ce qu'on définit comme startup, mais depuis qu'on avait présenté une première fois au Catel, on a bien grandi. Avant de vous montrer une petite vidéo de 2 minutes qui expliquera plus concrètement qu'un long discours le fonctionnement de MedGo, je voulais juste revenir moi aussi sur un livre blanc qu'on a rédigé chez MedGo en partenariat avec un élève directeur d'hôpital de l'EHESP. Donc on a interviewé plus de 150 établissements de santé pour avoir leur avis sur le sujet de l'absentéisme et de la gestion des remplacements dans les établissements sanitaires et médico-sociaux et en quoi les outils digitaux pouvaient y répondre. Donc on a interviewé parmi nos établissements clients un certain nombre d'hôpitaux, de cliniques, d'EHPAD. On a parlé plusieurs personnes au sein de la PHP, de la PHM, des groupes Général de Santé, Elsan, Vivalto, etc. Et il y a 4 enseignements que je voudrais partager avec vous. Le premier, c'est que aujourd'hui, il y a l'absentéisme, la gestion de l'absentéisme pour les cadres de santé sur le personnel soignant leur nécessite environ 2 heures par jour de leur temps pour gérer et chercher des remplacements. C'est considérable pour une tâche qui est censée être une action sur de l'inopiné. Le deuxième enseignement, c'est qu'aujourd'hui, en moyenne, dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, une infirmière va être absente par an 74 jours, dont 28 pour des raisons de santé. Donc c'est considérable ensuite derrière en termes de gestion. Et le troisième, c'est qu'aujourd'hui, solliciter un remplaçant via une agence d'intérim, pareil sur l'exemple de l'infirmière, ça va coûter entre 25 et 75% plus cher que de la solliciter en direct sur un contrat court de CDD de remplacement d'une journée par exemple.
Et aujourd'hui, tout ça a été géré manuellement par les établissements de santé et donc générait à la fois une perte de temps massive pour l'encadrement des soins, les ressources humaines et le personnel d'astreinte, et un surcoût en dépenses d'intérim pour ces professionnels. Je m'étends pas plus longtemps sur le retour de ce livre blanc. Medgo, c'est donc une solution numérique pour aider les établissements de santé à gérer le remplacement, gagner du temps, économiser en recours à des agences et fidéliser un réseau de soignants de confiance. Et je vous propose qu'on regarde une petite vidéo de 2 minutes qui vous montre l'outil Medgo sur une fonctionnalité très simple qui est poster une mission, recevoir des candidatures et attribuer une mission à une infirmière ou un infirmier volontaire. Donc vous voyez ici à l'écran la plateforme Medgo sur la gauche où un établissement est connecté et retrouve sur sa plateforme l'ensemble de ses remplaçants disponibles. Il va ensuite pouvoir poster une mission de remplacement sur la plateforme en ligne en cliquant sur poster une mission. Il doit renseigner 5 champs pour poster une mission et solliciter son réseau, définir le service, la date du remplacement, par exemple pour samedi, l'horaire sur laquelle il va rechercher le remplaçant, la compétence recherchée ici, un ou une IDE, et éventuellement un motif de remplacement. L'outil, l'algorithme va aller chercher dans la base de données l'ensemble des soignants qui sont compétents et disponibles, et en cliquant sur envoyer, la cadre de santé par exemple va alerter instantanément par SMS tous les soignants qui sont compétents pour le service défini, disponibles pour la date en question et les horaires en question, et qui sont volontaires pour remplacer la personne absente par exemple. Donc là, la mission a été postée sur la plateforme, vous l'avez vu en direct, hein, ça peut prendre 30 secondes à une cadre de santé, et les remplaçantes sont alertées par SMS. Vous voyez donc à droite, un remplaçant a reçu un SMS, mission disponible à l'hôpital Saint-Antoine en ambulatoire le 24 mars de 7h à 17h. Le remplaçant peut directement postuler avec le code mission qui est indiqué dans le SMS, en répondant au SMS. Il va ainsi se positionner volontairement pour candidater sur cette mission de remplacement. La cadre qui a posté la mission est alertée, elle, par email. Elle reçoit un email qui lui indique qu'elle a un ou plusieurs candidats, 3 en l'occurrence ici. Elle va cliquer sur le bouton pour voir les 3 candidats qui se sont portés volontaires pour effectuer ce remplacement, avec un certain nombre d'indications sur le temps de travail déjà effectué. Et la cadre peut ensuite valider le remplacement, choisir la personne, et le remplaçant, en l'occurrence Antoine Laurent, moi-même pour l'exemple, a reçu un SMS de confirmation pour sa mission de remplacement et recevra aussi un SMS de rappel si la mission de remplacement a été postée quelques jours en avance. Il recevra un rappel la veille au soir pour ne pas oublier de se présenter. Merci beaucoup, Monsieur Laurent. Je crois que la présentation était claire et puis on a bien bouclé la boucle. On a commencé par WUG au CHU de Montpellier, on finit avec Medgo. Vous êtes présent dans combien d'établissements aujourd'hui? On est présent aujourd'hui dans 120 établissements. Donc ça fait 1 an qu'on a déployé la solution et on déploie entre 15 et 20 nouveaux établissements par mois. Combien de salariés? Et on est 15 dans l'équipe aujourd'hui. Alors que au début, ma première rencontre avec le CATEL, on était 3 fondateurs, je pense, il y a 1 an. Ça progresse. Donc ça va vite et ça montre qu'il y a des besoins. Merci à tous. Merci. On se donne rendez-vous à 11h pour la session sur les...